Le coût de cette guerre est absolument immense. Alors, une question s'impose, et elle est cruciale. Pourquoi l'Ukraine ne peut-elle pas tout simplement reculer? On va plonger ensemble dans les raisons profondes qui rendent cette option quasi impossible pour Kiev. C'est vraiment la question centrale. Et la réponse, elle n'est pas seulement sur le champ de bataille. C'est un mélange hyper complexe de facteurs, des facteurs internes, diplomatiques, stratégiques, qui en fait enferment le pays dans cette logique de résistance jusqu'au doutiste. Alors, pour bien comprendre la situation, on va explorer ça en 4 temps. D'abord, la volonté du peuple ukrainien, qui est un vrai pilier. Ensuite, le blocage diplomatique. Puis, la stratégie de Moscou, qui pèse évidemment très lourd. Et enfin, on regardera aussi les défis internes à l'Ukraine elle-même. C'est en assemblant ces pièces qu'on saisit l'impasse actuelle. Commençons par le cœur du réacteur, le peuple ukrainien. Parce que la position du gouvernement n'est pas juste une décision politique, non, elle est profondément ancrée dans les convictions d'une population qui a déjà payé un prix énorme. Regardez ce chiffre. 56,9%. Ça peut paraître abstrait, mais en réalité, ça représente un véritable mur. Une ligne rouge infranchissable tracée par les citoyens eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et voilà la réponse. Une majorité absolue des Ukrainiens refuse de brader ce qui fait l'essence même de leur pays, son intégrité territoriale et son droit à choisir son propre avenir. Pour les dirigeants, c'est un mandat d'une clarté limpide. Et quand on regarde dans le détail, cette fermeté se confirme. Plus de 80%, c'est énorme, rejettent une démilitarisation. Une majorité refuse de renoncer à l'objectif d'intégrer l'OTAN. Et à l'inverse, très peu sont prêts à céder du territoire ou à renoncer à l'ancrage occidental. Le message est simple, pas de compromis sur la souveraineté. Et puis, il y a ce deuxième chiffre, tout aussi important, 66,5%, les 2/3. Là, on ne parle plus seulement de principe, on parle de confiance, ou plutôt de son absence totale. Et c'est ça le point fondamental. Pour une majorité écrasante, un accord de paix, ce ne serait pas la fin de la guerre. Ce serait juste une pause, le temps que la Russie reprenne des forces. Dans ce contexte, la moindre concession n'est pas vue comme un pas vers la paix, mais comme une porte ouverte à une nouvelle agression. Ok, maintenant changeons d'échelle. Passons de l'opinion publique à la scène internationale. Parce que si la volonté du peuple fixe un cap, les contraintes diplomatiques, elles, créent un couloir de négociation extrêmement étroit. Les termes qui circuleraient, notamment rapportés par des think tanks comme l'Institute for the Study of War, sont assez clairs. On parle de céder des territoires immenses, de geler le conflit sur les positions actuelles et d'accepter des limites drastiques sur la souveraineté du pays. On est loin d'une négociation d'égal à égal. Et cette analyse de l'ISW, elle résume parfaitement le dilemme. Pour Kiev, accepter de telles conditions, ce serait tout simplement valider les raisons pour lesquelles la Russie a envahi le pays. Ce n'est pas un compromis, c'est une reddition. La marge de manœuvre diplomatique est donc quasi nulle. Ce qui nous amène tout droit au troisième pilier, la stratégie russe. Parce que Moscou ne fait pas qu'une guerre sur le terrain, elle mène aussi une guerre des esprits. C'est un double effort, une pression militaire constante couplée à une offensive d'information pour saper le moral. Il y a ce que le Kremlin dit officiellement, et puis il y a le reste. Quand on écoute la rhétorique sur des villes comme Odessa, ou qu'on observe les opérations de désinformation qui visent les pays baltes, on comprend que les ambitions russes vont probablement bien au-delà de l'Est d'Ukraine. Et face à ça, reculer est perçu comme une invitation à en vouloir toujours plus. Et cette guerre psychologique, elle a son propre mode d'emploi. Et l'idée, c'est de marteler que la victoire russe est inévitable. Comment? En exagérant les gains sur le terrain, en cachant le coût humain terrible pour ses propres troupes, et en essayant de convaincre tout le monde que résister ne sert à rien. Maintenant, il faut aborder un point essentiel pour avoir une image juste de la situation, les faiblesses de l'Ukraine elle-même. Car la situation n'est pas en noir et blanc, et Kiev doit faire face à d'énormes défis en interne, ce qui complique encore plus les choses. Un de ces défis, c'est la corruption. Pour l'évaluer, on parle souvent de l'indice de perception de la corruption. Le mot important ici, c'est perception. Ce n'est pas une mesure directe de la corruption, mais de la manière dont elle est perçue. Et cette perception, elle est capitale pour la confiance des alliés et de la population. Et ce que dit une organisation comme Transparency International est assez direct. Malgré des efforts, la corruption reste un problème majeur. Ça affecte la bonne gouvernance, bien sûr, mais aussi l'efficacité de l'aide internationale et le moral. C'est une vraie vulnérabilité. Et ce n'est pas le seul problème. À la corruption s'ajoutent les déceptions militaires, comme la contre-offensive de 2023, qui n'a pas donné les résultats espérés. On parle aussi de tensions entre le pouvoir politique et les chefs militaires, d'une vraie crise pour mobiliser de nouveaux soldats et de défis logistiques gigantesques. Tout ça pèse très, très lourd. Alors, si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, la volonté populaire, le blocage diplomatique, la stratégie russe et les fragilités internes, comment tout ça se combine pour créer une situation où, finalement, reculer n'est plus une option?
En fait, l'impasse est totale. Pour le pouvoir, reculer, ce serait trahir l'opinion publique. Au niveau diplomatique, les conditions sur la table sont inacceptables. Face à la Russie, reculer serait vu comme une faiblesse qui inviterait à plus d'agression. Et paradoxalement, même avec ses problèmes internes, continuer à se battre est vu comme la seule chance de survie. La conclusion, elle est aussi simple que terrible. Pour l'Ukraine, dans le contexte d'aujourd'hui, faire marche arrière, ce n'est pas vu comme un chemin vers la paix. C'est vu comme le début de la fin, une porte ouverte vers sa propre disparition en tant qu'État souverain. Ce qui nous laisse avec cette question, une question fondamentale qui va bien au-delà de l'Ukraine. Quand la survie même d'une nation est en jeu, où est-ce qu'on trace la ligne? Entre un compromis nécessaire et une capitulation fatale. C'est tout le dilemme tragique au cœur de ce conflit.